Anchia Bamana, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent ce matin. Vous allez bien? Très bien. Dieu merci, comme on dit ici. Daniel Martial-Henry, bonjour. Oui, bonjour Anne, bonjour à toutes les Mahoraises et tous les Mahorais qui nous regardent. Alors, je vous le disais, vous êtes tous les deux patrons de partis politiques, Mahorais Solidaire, pour vous, Anchia. Daniel Martial, c'est le MODEM. On va parler politique, on va essayer de décortiquer les propositions faites par les deux candidats de manière à vous éclairer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les deux candidats ont promis des baisses d'impôts. L'un veut supprimer 30% d'impôts pour les entreprises, c'est Emmanuel Macron. Tous les deux veulent supprimer la taxe sur l'audiovisuel. Marine Le Pen veut réduire la pression fiscale sur les moins de 30 ans et sur les ménages français. On doit en penser quoi, nous, depuis Mayotte? Peut-être avant de répondre à votre question, Anne, je souhaitais ce matin, déjà d'entre-deux jeux, poser vraiment le cadre. Parce que j'ai eu beaucoup d'appels hier, des Mahorais qui ont été quelque part un peu choqués de voir l'affiche quand vous avez affiché hier que je venais débattre avec Daniel Martial-Henry, qui est responsable du MODEM et qui soutient ouvertement M. Emmanuel Macron. Et tout le monde s'alarme pour me demander alors, vous allez soutenir alors Marine Le Pen, puisque vous allez débattre concernant les élections de dimanche. Je tiens à rassurer les électeurs de Mayotte et toute la population de Mayotte que je suis là pour donner le point de vue de Mahorais Solidaire qui a décidé pour ces élections, depuis le premier tour, de donner toute liberté au peuple mahorais d'aller voter dimanche. Je dis bien d'aller voter dimanche parce que vous l'avez dit tout à l'heure que certainement les gens iront voter dimanche. Je rappelle ici un chiffre, Anne-Constance, qu'on ne dit pas souvent dans les médias. 59% de la population de Mayotte ne s'est pas rendue dans les urnes au premier tour. C'est beaucoup. Plus de la moitié des électeurs, et on ne le dit pas souvent. Et ça, c'est vraiment néfaste pour le peuple. Mahorais Solidaire se pose la question de savoir pourquoi les gens ne sont pas allés voter, alors que les élections présidentielles, c'est important. Deuxièmement, tout le monde se pose la question et s'alarme pour dire « Ah oui, il y a l'extrême droite qui se développe ». Il y a matière, nous, élus, à se poser des questions pour savoir pourquoi on en arrive là. En tout cas, au sein de Mahorais Solidaire, nous appelons tous les électeurs à se rendre dans les urnes dimanche pour choisir, parce que c'est important d'exercer son devoir de citoyen pour choisir. En tout cas, moi personnellement, j'irai dimanche voter et nous appelons à tous les Mahorais d'aller voter pour que ce taux augmente, car c'est important. 92 000 électeurs, je le rappelle, à Mayotte, sont appelés aux urnes et c'est un chiffre en augmentation par rapport au cantonal. Il y a 1300 électeurs supplémentaires depuis les cantonales. Daniel Martial-Henry, avant de parler baisse d'impôts, vous vouliez aussi peut-être dire un mot sur l'abstention et sur la nécessité de se rendre aux urnes dimanche? Oui, quant à moi, j'ai participé à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Oui. Et puis là, en 2022, j'ai voté pour lui au premier tour et je voterai pour lui au second tour. C'est un choix de conviction. Et par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure concernant les chiffres, je voudrais aller plus loin et dire tout simplement que quand vous regardez bien dans l'outre-mer, pour les 4 anciens départements, La Réunion, Guadeloupe, Guyane et Martinique, Mélenchon est passé largement devant et aux Antilles-Guyane, il a même passé la barre des 50%. Oui, absolument. Alors que Marine Le Pen tourne en moyenne dans les 20%, 17% à la Guadeloupe, et puis entre 22 et 25% en Martinique et Guadeloupe. À La Réunion, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui est devant. Par contre, à Mayotte,
c'est Marine Le Pen qui est propulsée devant. 42,67%. De Jean-Luc Mélenchon à 27%, je pense, et de 23,96. Voilà, et de Emmanuel Macron. 16,94. Voilà. Donc, mais quand vous regardez de plus près, le score que Jean-Luc Mélenchon a fait aux Antilles, c'est le même score que ce que Hollande avait fait en 2012. C'est que les électeurs entiers qui votent largement à gauche dans les élections présidentielles ont reconnu en Jean-Luc Mélenchon l'homme de la gauche. Donc, ils leur ont apporté leur voix. Par contre, ici à Mayotte, nous avons de tradition voter toujours à droite ou au centre droit, mais toujours à droite et jamais à gauche. Comme Ibrahim Aboubacar a quand même été député PS. Je parle des présidentielles. D'accord. Et comme Emmanuel Macron a été quelque part identifié à François Hollande, comme il était ministre sous François Hollande, les Mahorais ont tendance à considérer qu'il est de gauche. Si aux Antilles, on le considère droite, oui. Ici à Mayotte, on le considère gauche. Ah Donc, bon? ils ont apporté leur voix à Marine Le Pen. Donc, on est toujours resté dans ce carcan ancien où aux Antilles, on vote fortement à gauche dans les présidentielles et à Mayotte, on vote fortement à droite dans les présidentielles. Excusez-moi d'aller jusqu'au bout, parce que la question à se poser est que pourquoi le discours de Emmanuel Macron n'a pas pu percer dans l'outre-mer et en particulier à Mayotte? Justement parce que Emmanuel Macron, dans son discours, ne met pas trop en avant l'idéologie socialiste de RMI ou des allocations, tout ça, mais c'est vraiment une idéologie centriste qu'il est en train de pratiquer. Il parle plus de développement économique. Et ce discours qui est innovant a du mal à percer dans notre territoire. Daniel Martial-Henri, vous dites que Emmanuel Macron est assimilé à un homme de gauche. Franchement, ça me surprend. Est-ce que le désamour, finalement, de Mayotte avec Emmanuel Macron ne prend pas naissance dans les promesses faites en 2019 qui n'ont pas encore vu le jour et qui s'illustrent essentiellement par la piste longue, par l'échec et l'absence de résultats en matière de sécurité et des conditions de vie pour l'ensemble de la population en termes d'insécurité qui se sont dégradées? Et enfin, pardonnez-moi et j'en arrête là, surtout par le fait qu'il y a eu quand même des meurtres terribles de jeunes gens et on n'a pas eu un membre de gouvernement qui a pris la peine de se déplacer pour venir au chevet des Mahorais, pour même rien dire, juste être là, alors qu'on voit bien en métropole, dès qu'il y a un truc, un ministre monte dans un train pour aller se tenir au chevet des victimes. Nous, rien, on n'a eu personne. Vous ne pensez pas que le désamour avec Emmanuel Macron, c'est plutôt ça? Alors, ce n'est pas du tout ça, parce que justement, certaines personnes voudraient justement passionner les résultats et aller jusqu'à considérer que c'est un rejet d'Emmanuel Macron. Je rappelle qu'en 2017, Emmanuel Macron a été élu avec 19% au premier tour à Mayotte. Et quand il est arrivé sur le territoire, le fait qu'il est allé à l'abattoir chez Saïdo Maroual, qui est de tendance gauche, et avec le discours qu'il avait fait, et que les médias ont entrecoupé et mis juste la partie sur la coopération régionale, dès cette époque, les Mahorais ont manifesté de la méfiance à l'égard du président. Mais sincèrement, le président de la République a fait des efforts considérables sur le territoire. Je prends seulement un fait sur le plan de convergence. 1,6 milliard. Le 1,6 milliard. Vous savez combien c'est à La Réunion? Parce qu'il y a dans tous les départements d'outre-mer, par rapport à la loi sur l'égalité réelle, il y a eu des plans de convergence qui ont été déclinés. Tout à La Réunion, c'est 600 millions
Et à Martinique, Guadeloupe et Guyane, c'est en moyenne à peu près 500 millions d'euros. Nous avons eu le triple de ce que les autres ont eu, parce que justement, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de donner plus d'État à Mayotte et c'est de favoriser le rattrapage. Et ça, les Mahorais l'ont oublié. En Chia, 16,94% des voix ont été accordées au premier tour de l'élection présidentielle à Emmanuel Macron. Daniel Martial-Henry nous parle d'une assimilation à une personnalité de gauche et donc finalement au fait que les Mahorais préfèrent voter à droite. Vous en pensez quoi? Comment vous expliquez ce score? Moi, j'observe les Mahorais. Oui. J'observe les Mahorais concernant la difficulté du territoire. Mahorais solidaire, la lignée de Mahorais solidaire est très claire. Et c'était la lignée de nos anciens qui avaient une conviction et un projet de territoire soutenu clairement. Et une unité de tous leurs leaders politiques pour arriver à leur fin, pour faire de Mayotte un département aujourd'hui. Mahorais solidaire est dans cette lignée-là. Nous prônons les chiffres, le débat d'hier, dans lequel on n'a absolument pas évoqué la situation des dom-toms. Oui, ça n'a pas été évoqué du par tout, le du mot. tout. Ouais. Et ça fait partie des choses qui, moi, personnellement, m'a interpellée, alors que les Outre-mer ont des préoccupations beaucoup plus spécifiques, des besoins beaucoup plus profonds que les départements de métropole. J'ai fait un post hier pendant que je regardais dans Facebook en faisant cette remarque que, pauvres de nous, on ne parle même pas des dom-toms, des deux candidats. On ne parle absolument pas des dom-toms. Et il y a un Facebooker qui m'a répondu en disant l'égalité républicaine, Mayotte, c'est aussi comme le département de l'Occitanie. Je ne pense pas, Anne-Constance, Daniel Martial, que la préoccupation des Mahorais sont prises en compte au même titre que des Mahorais ou des dom-toms, au même titre que les départements de métropole. Raison pour laquelle Mahorais solidaire dit quoi? Mahorais solidaire dit quels que soient les résultats de dimanche, et c'est la lignée de la formation de notre politique, quels que soient les résultats de dimanche, les élus de ce territoire doivent s'unir, et c'est la grande différence que fait les élus de la Réunion pour défendre les intérêts de leur peuple. Quand enfin les élus de Mayotte se réunissent pour répondre, ils ne sont pas réunis en constance, puisque au sein même des partis politiques, mais ce n'est pas des à-coups comme ça d'un côté ou de l'autre. De temps en temps, les élus, les parlementaires et les autres écrivent un courrier en commun. De temps en temps, on a rejeté la loi. Ce n'est pas ça. Ce que je défends ici, c'est qu'il y a un projet de ce territoire dans lequel la majorité des élus s'unissent comme le faisaient nos anciens pour défendre le développement de Mayotte aujourd'hui au sein de la France. Parce qu'on a eu effectivement le statut de département, mais le combat n'est pas terminé. Ce combat, c'est se battre pour que ce territoire se développe au sein de la France, quel que soit le locataire de l'Élysée, quel que soit le locataire de l'Élysée dimanche. Et c'est vraiment la philosophie de Mahorais solidaire, c'est d'appeler à l'unité des élus pour qu'on puisse partager un projet de territoire pour le développement de cette île. Daniel Martial-Henry, sur l'unité des élus, moi j'ai le sentiment, bon, effectivement les députés pour l'heure vont être réélus en juin, donc on leur sera gré d'être en dehors de la parole politique en ce moment, mais au niveau du conseil départemental, 26 conseillers départementaux de toute tendance politique. Pas forcément en dehors de la parole politique. Oui, il y en a effectivement qui ont pris... Les candidatures ne sont pas prononcées, c'est tout. Effectivement. 26 conseillers départementaux qui ont tous voté à l'unanimité le rejet de la loi Mayotte, chacun avec des arguments différents, mais tous bien déterminés à assumer ce qu'ils ont fait. Un mois et demi après, les mêmes se retrouvent autour de la table des négociations, votent à l'unanimité le budget et votent à l'unanimité le contrat de mandature. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est un message énorme qui est envoyé au gouvernement. On ne peut plus dire à Mayotte, on ne sait pas ce qu'on veut. On a des élus locaux qui ont été élus par les électeurs
électeurs et qui sont d'accord sur comment on utilise l'argent, sont d'accord sur ce qu'on va faire. Anne, Maoré Solidaire applaudit la décision des élus. Maoré Solidaire, Maoré Solidaire approuve la décision des élus de n'avoir pas voté cette loi. Pourquoi? Ne l'avoir pas approuvée. Pourquoi? Parce que le contenu de ce projet de loi ne répondait absolument pas aux préoccupations du peuple mahorais. Madame Bamana, il n'y a pas à se précipiter sur la parole, on a tout le temps. Je ne me suis pas précipitée, je vous ai aussi laissé vous exprimer calmement. Voilà. J'essaie juste de dire les idées jusqu'à la fin pour que les Mahorais comprennent l'intérêt d'être élus. Ce n'est pas seulement d'avoir des titres politiques, mais de se battre pour les intérêts de ce peuple, et les élus faillissent dans ce domaine-là à Mayotte. Voilà. Pour revenir aux choses un peu plus sérieuses, c'est que... C'est sérieux, l'unité des élus pour défendre Mayotte. Il est très facile de ne pas avoir de choix, parce qu'on n'a pas à se justifier, parce que la justification est très difficile. Donc moi, j'ai fait un choix et je suis en train de l'expliquer pour qu'on me comprenne. Et les Mahorais savent très bien ce qu'ils veulent. Le problème, c'est comment ils doivent faire pour l'obtenir. C'est là où il y a le problème. C'est que Madame Bamana parlait d'un mot qui a attiré mon attention, le développement. Justement, on est dans un territoire où il y a certains qui pensent que le développement doit nécessairement passer par la solidarité nationale. C'est-à-dire que nous devrons, à chaque fois qu'il y a un problème, que l'État intervienne pour le résoudre. Et il y a d'autres comme moi qui pensent que nous, Mahorais, nous avons un rôle très important à jouer dans notre développement. Et c'est ce que propose justement Emmanuel Macron. Parce que dans son livre qu'il a écrit en 2016, intitulé « La Révolution », c'est au niveau de la France, inscrire le territoire national dans une dynamique de développement économique et qui passerait par une reconquête industrielle et une relocalisation. Ici, dans l'outre-mer, la proposition qu'il fait, qui est aussi appuyée par la lettre ouverte aux Mahorais, c'est renouer avec un système de développement endogène et placer notre agriculture comme vecteur prioritaire de notre développement, l'agriculture, mais aussi la pêche, comme vecteur de notre développement. Il nous revient à nous d'imaginer notre modèle de développement et comment de définir nos objectifs et comment les atteindre. Si je vous dis par exemple sur la loi de 2001, qui a, disons, qui nous a permis d'étendre vers le département, et notamment sur la décentralisation de 2004, et dans cette loi de 2001, sur la partie économique, il y a tout un tas de dispositifs qui sont déclinés, par exemple les aides économiques, les prêts à taux bonifiés, les sociétés d'économie mixte, l'agence de développement qui est fait 15 ans après. Donc c'est tout un tas de dispositifs et puis que le Conseil général a été doté pour asseoir son développement, et ces dispositifs-là n'ont jamais fait le fait de réflexion concrète pour le sens de l'action. Voilà, pour le sens du développement. Et justement, nous, ici, à Mayotte, nous avons un grand rôle à jouer, et Emmanuel Macron s'inscrit justement dans cette dynamique. Anchia Bamana, vous vouliez rebondir sur ce qu'a dit Daniel Martial Henry. C'est effectivement très important le développement endogène ici à Mayotte. Certes, on ne peut pas tout produire à Mayotte, mais il y a des choses qui peuvent se faire ici. Et il y a des exploitants qui ont déjà commencé, notamment au niveau de l'élevage. Daniel, tu le dis très bien, il y a beaucoup d'argent qui est prévu et tout. Ce week-end, je suis allée faire le tour du côté de Kombani. 2 jours avant, j'étais allée du côté de Bangélé, dans les hauteurs.
pour aller justement acheter du poulet fait made in Mayotte. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on a du potentiel incroyable, sauf que les pistes rurales qui mènent aux exploitations sont dans un état délabré. Délabré. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette manne financière qui existe à Mayotte? Le conseil départemental et tous les ans, on en parle. Ils en refont tous les ans. Mais la réalité du terrain, Anne, je suis allée voir. Je le sais bien. La réalité du terrain est incroyable. Et c'est difficile. Et à croire que ces financements ne sont pas réellement mobilisés pour, franchement, améliorer les conditions de production de nos producteurs locaux, alors que c'est un sujet crucial pour donner à manger aux habitants de Mayotte à partir de Mayotte. Et en dépensant moins d'argent qu'en achetant au supermarché. Daniel Martial Henry, on peut arriver à un horizon de moyen terme, à une forme d'autosuffisance alimentaire. C'est réaliste à Mayotte sans évidemment couper toute la forêt. Hein. C'est réaliste avec une volonté politique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le budget du Conseil général affecté au développement, c'est 1,6%. Sur un budget au développement agricole? Au développement économique. D'accord. Sur un budget de 350 millions d'euros, il n'y a que 2 millions, alors qu'en Guyane, vous avez 20 millions qui sont affectés tous les ans. Donc, ce n'est pas à travers une volonté politique. Et nous, ce que nous proposons au MODEM, parce qu'il faut d'ores et déjà réfléchir à cette dynamique économique, c'est le développement de l'agriculture et ce qu'on appelle les micro-industries agricoles. Comme je ne cite pas de nom, mais il y a déjà des micro-industries agricoles qui existent dans la filière volaille. Oui. C'est aussi tout ce qui est menuiserie en bois. Vous imaginez, si le plus grand consommateur de Mayotte, ce sont les collectivités et l'État, en termes de produits manufacturés. Oui, parce que c'est eux qui construisent. Si le Conseil général, l'État et les communes s'associent, on forme les jeunes, mais on se dit, on n'importe plus de mobilier, mais on l'achète sur place. Rien qu'avec ça, on aurait pu donner de l'emploi à tous ces jeunes-là. Et pas seulement ça, aujourd'hui, depuis 2014, nous sommes région ultra-périphérique européenne. Nous pouvons faire ce qu'on appelle la jointure, c'est-à-dire de la mutualisation. Et ça, ce n'est pas de la théorie. Nous sommes à côté d'un grand territoire comme Madagascar, qui est très riche en tout ce qui est produits primaires, notamment fruitiers. On peut importer ces fruits à Mayotte, les transformer, les labelliser Made in Mayotte et les commercialiser en Europe. Nous avons notre mer, le lagon, qui est un gisement très poissonneux. Aujourd'hui, les transformations se font plus aux Seychelles. Les thoniers qui arrivent ici pêchent sous nos eaux et transforment aux Seychelles. Il faut changer la donne et donner la possibilité à transformer localement. Nous sommes assis sur une mine d'or. Sauf que c'est ça ce que propose Emmanuel Macron, parce que pendant 50 ans, pendant plus de disons 70 ans, depuis 1946, l'outre-mer a toujours vécu sur une forme de solidarité nationale et de transfert monétaire unilatéral. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, ce qu'il propose, c'est justement que chaque département soit considéré comme un levier de développement économique. Et c'est cette révolution-là qu'il est en train de proposer. Aujourd'hui, il n'est pas écouté, mais je sais que l'histoire lui donnera raison. Alors, les deux candidats aux élections présidentielles, et Emmanuel Macron et Marine Le Pen, alors avec des formats différents, mais proposent de réformer l'octroi de mer. Madame, monsieur, est-ce que la réforme de l'octroi de mer est nécessaire pour faire baisser les prix et donc nous donner un peu plus de pouvoir d'achat? Donnons déjà aux communes les mêmes dotations que les territoires métropolitains, que les départements métropolitains, que les autres départements des Outre-mer. Les communes de Mayotte sont sous-dotées. Il n'y a absolument pas l'égalité, et l'égalité républicaine, c'est ce que réclame le peuple de Mayotte, qu'on ait l'égalité au sein de la France pour permettre justement à nos concitoyens de mieux vivre
et de moins pâtir de la cherté de la vie. Oui, mais un chien... J'étais à Métropole la semaine dernière, Anne, je suis allée faire un tour dans les magasins. Ça coûte hyper cher. Ça coûte hyper cher, mais moi je ne vois pas ce qu'il y a à Métropole que ça coûte cher. Je fais la différence entre les prix des magasins à Métropole et ce qu'on a ici à Mayotte, mais c'est catastrophique. Avec 44% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. 77. C'est pas très loin de 84, mais c'est incroyable. Mais en Chia, la différence de prix qu'il y a entre la métropole et les départements d'outre-mer, alors qu'on commence déjà à donner aux communes de Mayotte les mêmes dotations au même taux que les départements de métropole, ce qui n'est pas le cas actuellement, Anne. Les dotations, elles ne vont pas donner du pouvoir d'achat aux Mahorais, alors que l'octroi de mer, ça va déjà donner de la marge aux communes pour faire les projets du peuple. On me laisserait m'exprimer. Mais on vous laisse que vous exprimez. Je ne sais pas pourquoi chaque fois vous dites qu'on ne vous laisse pas vous exprimer. Daniel, oui, on se calme. Merci beaucoup. Moi, je suis très calme. Je vous laisse vous exprimer sans difficulté. Je ne sais pas pourquoi. Il ne suffit pas de le dire, mais il faut le faire aussi. C'est que vous avez parlé de l'octroi de mer. Hein? Oui. L'octroi de mer, c'est une taxe douanière. Hein? Oui. Mais dans tout pays, il n'existe pas de pays au monde où il n'existe pas de droit de douane. Ça peut s'appeler octroi de mer, comme ça s'appelait... redevance, comme ça s'appelait redevance sur marchandises ou tout ce qu'on veut. Bien sûr. Mais un impôt sur les produits qui entrent sur le territoire, ça c'est vraiment le b.a.-ba de tous les territoires. Oui, mais ça on les a déjà. L'octroi de mer, c'est pour protéger les productions locales. Or, de l'octroi de mer sur des téléphones portables, je ne vois pas à quoi ça sert. L'octroi de mer. Il n'y a pas de téléphone portable construit ici. C'est ça que je... Justement, le problème de l'octroi de mer dans l'outre-mer ou à Mayotte, c'est considéré comme un levier de finance des collectivités. Exact. Mais ce n'est pas considéré comme un levier de développement économique. Exact. Ce n'est pas considéré comme protéger des activités internes. Parce que 97% de notre consommation vient de l'extérieur. Oui. Donc aujourd'hui, dans l'octroi de mer tel qu'il est calculé, il y a une partie qui frappe les produits qui sont importés et une partie qui frappe les produits locaux, avec des possibilités pour le concessionnaire de créer des distorsions, exactement, des marges qui peuvent aller jusqu'à 10%. C'est-à-dire déjà, ce n'est pas pour créer une trop forte distorsion concurrentielle avec l'Europe, mais aussi ces marges-là sont vraiment permis pour justement protéger des activités internes. Et donc l'octroi de mer en lui-même a été pensé justement pour relancer des activités internes. Oui, mais regardez, Daniel Martial-Henri, il n'y a pas de produits manufacturés qui sont fabriqués à Mayotte. Je prenais l'exemple des téléphones portables, je prends l'exemple des ordinateurs. Pourtant, il y a un taux d'octroi de mer qui est fixé à 12%, je crois. Ça ne fait que pénaliser les Mahorais. Parce que c'est considéré comme un levier financier. Oui, mais c'est dommage. Pour le développement éducatif, pédagogique, ce serait utile de ne pas avoir d'octroi de mer. Justement. Nous, ce qu'on proposerait, c'est développer en fait, c'est cibler les activités. Hein. On peut partir sur les produits qui sont importés. Hein, et puis après, regarder de plus près ce qu'on pouvait produire localement. Par exemple, tout ce qui est volaille, tout ce qui est, par exemple, produits manufacturés, avec des formations au niveau local, regarder ce qu'on peut faire localement et voir, et puis après cette politique avait s'assurer plus sur les quantités qui sont importées, parce que pour générer une activité au niveau du territoire, il y a des seuils, ce qu'on appelle les seuils critiques, à pouvoir dépasser. Dès que, par exemple, sur le volaille et sur les produits manufacturés, on a ces seuils critiques qui peuvent nous permettre de réaliser de façon viable économiquement
c'est produit au niveau local. Alors, si je fais une synthèse entre vos deux points de vue, c'est d'un côté, on augmente les dotations générales de fonctionnement pour donner aux collectivités les moyens de se financer, hein, parce que voilà. Il a dit lui-même que c'est des financements pour les collectivités. Et on réduit l'octroi de mer pour redonner du pouvoir d'achat aux Mahorais, parce qu'effectivement, les collectivités auront eu leur financement via la DGF. Et puis après, il y a un développement économique au niveau du territoire. Ça va aussi constituer des financements pour la collectivité. Ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre, mais de l'autre avec possibilité de création d'emplois. Autre sujet concret sur le pouvoir d'achat, puisque vous l'évoquiez en Chia il y a quelques minutes, quand on va au supermarché, on est terrifié quand même quand on passe à la caisse en fin de course. Comment on fait et qu'est-ce que propose, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour baisser les prix dans les magasins des produits qui, quelquefois, apparaissent comme excessifs? Là, vous touchez au point essentiel, aux problématiques. Parce que, justement, ce qui nous permettrait de baisser les prix, c'est si on produisait ces produits en forte quantité sur le territoire. C'est tout simplement ça. Oui, mais on ne produira jamais assez de poulet pour le Mabawa, par exemple. Ça, c'est une volonté politique, Anne. C'est une volonté politique d'aider les producteurs de ce pays à produire localement. Et pour aller dans le sens aussi de Daniel, donner du pouvoir d'achat, les Mahorais demandent quoi? Ça fait un moment que nous demandons la convergence des droits. Et on n'en a pas entendu parler au débat. Je peux aussi terminer, Daniel? Oui. Merci. Oui. Les Mahorais réclament l'égalité des droits, la convergence des droits pour permettre à la population, notamment fragile de ce territoire, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les jeunes en situation de précarité, pour qu'ils puissent avoir un minimum de pouvoir d'achat. Et malheureusement, on n'a pas entendu parler de ce débat hier, alors que c'est un élément important. Donc c'est pour rassurer Daniel. Tu disais tout à l'heure qu'on ne fera pas de choix parce que Mahorais Solidaire n'a pas fait le choix de dire voter pour un tel ou un tel. Nous ferons bien un choix dimanche et nous appelons la population de Mayotte, les 59% qui ne se sont pas déplacés il y a une dizaine de jours, d'aller massivement dans les urnes parce que le vote est secret. Ça a toujours été ainsi. Donc ce n'est pas parce que je ne dis pas ici que voter à droite ou à gauche que ça veut dire que nous ne ferons pas de choix. Je te rassure, chers frères, dimanche, nous ferons bel et bien un choix. Et je demande aux Mahorais d'aller massivement dans les urnes dimanche pour faire valoir leur prérogative de vote, parce que c'est une liberté et nos aïeux se sont battus pour qu'on soit dans cette nation de liberté. Allons-y, choisir, mais qu'après, lundi 25, juste après les élections de dimanche, que les élus de Mayotte s'unissent, Daniel, pour défendre les intérêts de ce peuple, quel que soit le locataire de l'Élysée dimanche soir. C'est important, Daniel, c'est important. Et nos collègues de la Réunion. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais vraiment, ça relève, votre intervention relève du prêche. Vous êtes en train de prêcher, excusez-moi le terme, mais j'ai dit tout simplement que le choix s'assume. Il faut le dire à la population. Je pense que la population doit savoir que Mme Wanchia Bamana soutient quel candidat. Il n'y a aucune obligation, Jacques. Aucune obligation. Parce que la ligne de Mahorais Solidaire, c'est de défendre les intérêts du peuple, quel que soit le locataire de l'Élysée. J'ai toujours trouvé antidémocratique toutes ces personnes qui se sont proclamées candidats aux législatives, tout en disant qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont voter dimanche. Ils ont... je ne suis pas candidat, moi. Quand ils considèrent leur candidature au-dessus de la candidature présidentielle, je trouve que ça relève de l'irresponsabilité. En tout cas, vous appelez vous aussi les partisans du MODEM et plus largement les électeurs à se rendre jusque dans les bureaux de vote dimanche? Mais vous êtes candidat prochainement, Daniel? Quand je dis je me prononcerai après le 24. D'accord. Quand je dis que nous votons Emmanuel Macron, c'est déjà les inviter à aller voter Emmanuel Macron. Je ne fais pas
comme Madame Bamana, leur dit tout simplement d'aller voter, même s'ils ils vont prendre une feuille d'arbre, le mettre dans l'urne et puis... les gens sont libres de leur vote. Mais moi, je leur dis d'aller voter le bulletin d'Emmanuel Macron. Eh bien, moi aussi, j'irai voter dimanche, c'est important. Très bien. Je le fais tôt, moi, à 8 h, je suis devant la porte du bureau de vote. Chacun son heure. C'est votre devoir de citoyen, c'est important. Et les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 19 h pour mémoire. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour parler des mesures fiscales. Non, on n'a pas eu le temps. Mais on a parlé d'octroi de mer, on a parlé d'agriculture. Si sa prime d'activité qui peut aller jusqu'à 6 000 €, qui peut être appliquée à Mayotte. Et déductible de charges patronales, voilà, c'est ça surtout. Appliquée à Mayotte. Oui. Voilà. Donc, au niveau national, il a proposé des retraites minimum 1 000 €. Voilà, de 1 100 €. Et c'est 1 000 € le minimum pour Marine Le Pen. Voilà. Et il faudrait qu'ici, à Mayotte, on est déjà même si ça ne serait pas on s'aligne à 1100, mais quand même qu'on considère cette proposition de façon dynamique et justement demander à ce que nos retraites au niveau local soient valorisées. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On met un terme à ce débat. Merci. Voilà. Merci à vous deux. Tout simplement, ça a été un honneur de débattre avec Madame Bamana. Ah non, moi aussi. Voilà. C'est la fin de ce temps débat d'idées. La suite de nos programmes tout de suite. Bonne journée.